le savez, le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sociétés tierces ou des sponsors. Il est entièrement financé par ses auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Fred Allian SARL, Julien Combe, Thomas Forêt, Guillaume Mouricou, Pierre-Olivier Emrouille, Johan Denis, Patrice Manset, Thibault Longui et Kevin. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Chaque semaine, on vous présente l'essentiel de l'actu tech, décortiqué, expliqué, analysé, et on vous présente ça donc en 1 heure à peu près d'émission qui vous permet de garder un œil facilement sur tout ce qui se passe d'important dans cette industrie passionnante. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis accompagné de 2 co-animateurs absolument formidables. J'ai d'un côté mon compagnon de longue date, Jeff Clavier, qui est investisseur dans la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Ça va très bien, je suis vraiment admiratif de l'énergie que tu viens démontrer à utiliser pour l'annonce, parce que manifestement tu dors pas beaucoup, t'es un nouveau papa. Ouais, donc, oui. bravo. Écoute, j'avoue que entre ça et le fait que on vienne de faire un déménagement monumental dans une vieille maison, le fait d'avoir réussi à tenir le rythme de la plupart de mes podcasts, et en particulier du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous Jeu, je suis assez fier. Je me dis que bon, j'ai pas trop mal débrouillé le truc. Donc voilà, je suis plutôt content de la manière dont ça se passe jusqu'ici. Que t'es fort. Non mais voilà, forcément, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire que j'étais content que les auditeurs aient pu avoir leurs émissions. Voilà, surtout ça. Et pas que les émissions qui me rapportent des sous. Hein. J'ai tenu quasiment tout. Et ce rire malicieux que vous avez entendu, c'est celui de Marion Doumain qui nous rejoint également pour cet épisode. Comment ça va, Marion ? Eh bien, la forme cette fois-ci. Là, je suis 100% d'attaque. Oui, je me souviens plus à l'épisode précédent. Par contre, ma mémoire, elle flanche complètement. C'était moins facile à l'épisode Ah oui, d'il y a un j'étais mois. Complètement malade et j'ai été en arrêt maladie la semaine suivante. Donc, D'accord. tu m'as tué. Bon, bah écoute, merci en tout cas d'être revenu malgré cette épreuve compliquée. Aujourd'hui, on va forcément parler de Mark Zuckerberg et de son interview devant le Congrès américain, qui a été bien sûr le sujet principal de cette dernière semaine. On va aussi vous parler d'autres sujets dans la partie news et rumeurs, comme des chercheurs de chez Google qui font des trucs assez fous avec l'intelligence artificielle entre l'audio et la vidéo en regardant les bouches des gens. Ils peuvent faire des trucs, on va vous détailler ça tout à l'heure. Un redesign de Gmail, une messagerie chiffrée pour le gouvernement français, etc., etc. Il y a plein d'autres petits sujets, mais commençons donc par le gros sujet de cette dernière semaine. C'est Mark Zuckerberg, entendu par le Congrès américain pour tous les problèmes qui entourent Facebook, bien sûr Cambridge Analytica, mais d'une manière plus générale, les questions de dominance du marché et de vie privée qui se sont fait jour sur le réseau social. Alors, il y a eu 2 longues journées d'audition devant le Congrès, une journée devant le Sénat américain et puis une journée devant le Parlement. Personnellement, j'ai regardé une grosse partie, j'ai regardé toute la première journée, c'est genre 5 heures, et une bonne partie de la deuxième, donc je pense que j'ai à peu près saisi de quoi il s'agissait, et je vous avoue, je pensais que ça allait être hyper inintéressant, et au contraire, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, quoi, parce que c'était un regard assez intéressant, tout simplement, sur le processus démocratique américain, mais en général, et la manière dont Zuckerberg s'était préparé, la manière dont les sénateurs
les parlementaires posaient les questions, ceux qui savaient de quoi ils parlaient, ceux qui savaient pas trop de quoi ils parlaient, mais qui faisaient un petit peu de cinéma pour les caméras et pour leurs électeurs, ceux qui pressaient Zuckerberg et la manière dont il réussissait soit à éviter de répondre, soit à parfois répondre sincèrement. Enfin, c'était vraiment un truc passionnant et je vous encourage à aller regarder ne serait-ce qu'une demi-heure de ces vidéos qui sont disponibles bien sûr partout sur Internet parce que moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, quoi. Donc, avant que je me lance dans un petit résumé de ce que j'ai vu, compris de toute cette affaire, peut-être vous poser la question aussi, si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu de ça, même dans les résumés, justement, il y a beaucoup de résumés vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé en 2 minutes, en gros, votre impression générale de la chose? Peut-être, je sais pas, Marion d'abord? De mon côté, c'est vrai qu'on attendait pas mal Mark Zuckerberg au tournant et voir comment il allait gérer justement les questions qu'on allait lui lancer. Et finalement, il a assez bien géré la chose. Hein. Il a toujours gardé son calme et il avait des questions. Il était bien préparé. J'étais assez heureusement qu'il était bien préparé, mais je m'attendais pas à quelqu'un d'aussi mature et professionnel. Ouais, j'avais pas cette image de lui. C'est sûr qu'il a dû dépenser beaucoup d'argent avec ses avocats pour se préparer à fond, et moi je trouve que ça a été plutôt bien joué de sa part. Jeff, qu'est-ce que t'en as pensé, si t'as suivi le truc? J'ai pas eu le temps de suivre le détail. Oui, je pense que la plupart des 2 sessions de 5 heures, ouais. Mais j'ai vu pas mal de compte rendu. Je pense qu'effectivement, Mark est maintenant il s'est vraiment imposé comme le CEO de Facebook. Comme tu le dis, il a dépensé beaucoup de temps, pas forcément d'argent, parce qu'il a des grosses équipes de PR et des équipes de Lego. Donc, il y avait sûrement des gens externes, mais c'est vrai qu'ils l'ont bien préparé. C'est un art de répondre sans répondre. Et il a fait un très bon boulot, je pense, même si 1 ou 2 fois c'était un peu dommage qu'il n'ait pas pris des positions un peu plus arrêtées. Par exemple, sur la question mais est-ce qu'un jour vous allez introduire une notion de Facebook payant? J'ai du mal à imaginer un Facebook Premium où tu paierais pour avoir une expérience sans pub, mais pourquoi pas? A priori, si c'est 10 ou 12 $ par an pour avoir une expérience pure, à la limite, pourquoi pas? Donc, ouais, c'était un sujet qui est revenu 1 ou 2 fois et qui est justement assez intéressant. On pourrait peut-être en parler. En moyenne, disons que ce que rapporte Facebook par utilisateur, c'est en fonction du pays de l'utilisateur, on va dire entre 5 et 10 $ par c'est vraiment une moyenne. Hein. Oui, tout à fait. Parce que pour certains, ça tournerait plutôt autour de 11 $, 14 $ par mois, hein, pas par an. Ouais, c'est ça. Donc, bon, le truc, c'est que une version payante de Facebook pourrait être introduite. D'ailleurs, il n'a pas complètement exclu l'idée. Hein. Il disait il y aura toujours une version gratuite de Facebook disponible parce que l'argument qu'il a employé, qui a un certain mérite, c'était il faut que Facebook soit accessible au plus grand nombre de personnes possible, et il y a plein d'endroits où les gens peuvent tout simplement pas payer. Et Facebook, mine de rien, pour tous les problèmes qu'il pose, rend aussi un service important aux communautés qui l'utilisent. Donc il y a cet aspect d'un côté, mais de l'autre, moi je pense que même s'il y a beaucoup d'analystes qui se sont positionnés du côté « Ah oui, mais les gens paieraient jamais pour Facebook, les gens seraient pas prêts, et donc ça mettrait une mauvaise image, machin ». Je pense que proposer une version payante de Facebook, même si elle est un petit peu chère, évidemment, personne n'irait payer 10 $ par mois pour utiliser Facebook, je pense, surtout avec l'historique gratuit de ce réseau et de tous les services de ce type-là. Mais je crois que ça pourrait, s'ils proposaient ce type de service, leur donner une sorte de sortie facile à toutes ces conversations sur les questions de vie privée. C'est genre, bah oui, si vous voulez ne pas qu'on n'utilise pas vos données, eh ben, il vous suffit de payer. Il y a une version payante qui est là, même si, disons, quitte à ne la proposer que dans les pays de l'Ouest, en Occident. Elle existe là, la version, si vous la voulez, bah voilà, le service payant est possible. Donc, ne serait-ce que présenter ça comme Joker, ça pourrait être une idée intéressante, je pense. Je ne sais pas si ça vous paraîtrait quelque chose de possible ou si c'est utopique. C'est une question qui revient assez souvent et justement, il y a eu un article de TechCrunch
écrit par Josh Constine. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement, mais en tout cas, il a justement exploré un petit peu cette voie, s'il était possible que un jour, pas demain, mais un jour, Facebook propose une version payante, pas forcément pour tous, mais une alternative payante qui permettrait d'enlever les publicités. Et justement, la question est pas si facile que ça, c'est pas aussi simple dans la mesure où justement, c'est ceux qui auraient un pouvoir d'achat qui pourraient se permettre un certain niveau de vie et un certain pouvoir d'achat qui pourrait se permettre potentiellement d'opter pour cette version payante et d'enlever les publicités. Or, ce qui n'intéresserait pas forcément les annonceurs, qui ne pourraient plus cibler justement cette partie de la population qui a un pouvoir d'achat intéressant et donc qu'ils souhaiteraient particulièrement viser, ce qui risquerait aussi faire baisser le coût général de la publicité tout simplement sur Facebook. Donc ça aurait possiblement un effet un peu perverse pour le revenu de Facebook. D'accord, donc c'est assez compliqué. Oui, et donc forcément Zuckerberg n'a pas forcément envie d'initier ce type de dynamique, ouais. Ouais. Bah, je pense que pour lui, ce qu'il devait faire, c'était se pointer devant le Congrès, parce que la dernière fois qu'il y avait eu une présence de Facebook, c'était les avocats de Facebook. Donc il fallait qu'il vienne et qu'il accepte de se faire griller pendant 4-5 heures par le Sénat et par le Congrès. Donc il l'a fait. C'était malheureusement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des intervenants du côté gouvernement qui connaissent rien à rien par rapport à Facebook, et donc la moitié des questions étaient complètement débiles. Mais bon, ça fait partie du processus démocratique, et donc c'est bien qu'il se soit pointé. Je pense que globalement, il s'en est très bien tiré. C'est ce qu'il en est ressorti de l'exercice. Est-ce que pour autant les membres du Congrès ou les sénateurs ont fait un bon boulot de le critiquer et de l'amener à parler des choses qui étaient importantes? Je dirais non. Et c'est toujours ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas énormément de préparation pour ces sessions avec des experts. Pas pour les défendre, mais c'est le problème des sénateurs et des membres du Congrès, c'est qu'ils doivent traiter de problèmes vraiment très très divers et variés, que ce soit de sécurité, de militaire, d'infrastructure, légaux, machin, etc. Ouais, c'est impossible de tout savoir sur tout, quoi. Et c'est très dur pour eux d'avoir ne serait-ce qu'une connaissance de base. Et moi, je passe pas mal de temps à Washington, parce que je suis sur le board de comment on dit, National Venture Capital Association, de l'association des capitaux risqueurs américains. Et quand tu vas rencontrer un parlementaire, au Chine, un parlementaire, bah, ils connaissent rien à ce que tu fais. Tu dois vraiment expliquer de façon très très basique ce que tu fais, pourquoi ils doivent t'écouter, et après expliquer ce que tu veux essayer d'obtenir. Donc c'était juste un rappel de ça. Mais c'est vrai qu'à certains moments, c'était un peu folklorique, quoi. Bah, c'est sûr qu'il y a eu... Les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux étaient quand même assez acerbes. J'ai vu énormément de gens dire « Ah, regardez, nos parlementaires, ils comprennent rien. Ils posent des questions qui n'ont pas de sens. » Et certainement, il y avait effectivement certains parlementaires qui n'y connaissaient rien. Ça se sentait. Ils lisaient les notes préparées par leurs aides. On avait l'impression pour la première fois. Ils trébuchaient sur des mots. Enfin, clairement, c'était pour certains un exercice... assez compliqué. D'autres étaient en pleine campagne et ça se voyait. On est l'année des midterms, donc des élections parlementaires justement, et on voit que certains voulaient pouvoir dire « Ah ben moi, quand Mark Zuckerberg est venu à Washington, je lui ai posé les questions dures et donc je l'ai pas laissé se défiler, machin. » Oui, bon, ça s'est vu. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même qui comprenaient clairement le sujet dont il parlait. Ils ont pas laissé Zuckerberg se défiler, justement. Le gros problème venait ensuite du fait qu'il y avait 5 minutes par parlementaire, et forcément, en 5 minutes, tu peux rien faire. Ils étaient genre 40 par session à devoir poser des questions. Il aurait été beaucoup plus intéressant d'en sélectionner un quart ou un huitième, enfin 5 ou 10 personnes qui auraient eu plus de temps et qui connaissaient leur sujet. Et à mon sens, c'est clairement là que le problème s'est fait sentir. Ensuite, Zuckerberg était hyper expert quand il voulait pas répondre. Il faisait des réponses longues. Parfois, par contre, il y avait effectivement des moments où moi j'étais avec lui à ce bureau, complètement
tétanisé parce qu'il y avait des questions, tu comprenais même pas les questions tellement le parlementaire en question ne savait pas de quoi il parlait. Il y avait des questions où tu voyais bien qu'il comprenait pas comment fonctionnaient les cookies et il disait mais Facebook peut nous traquer même quand on n'est pas sur le site de Facebook, qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin il y avait des trucs comme ça, mais encore une fois il y en avait qui comprenaient très bien leur sujet. Je suis pas convaincu que ça soit un exercice qui soit absolument efficace, mais par contre, c'est un exercice nécessaire. Et ensuite, le truc qui va être intéressant, c'est que on sentait vraiment une inclinaison de certains parlementaires à l'idée de légiférer sur la question de la vie privée, peut-être même inspiré par l'exemple européen avec la RGPD, GDPR. oui, RGPD, c'est bien ça, Règlement général pour la protection des données. Je vais finir par y arriver, je vous promets. À chaque fois que je dis ce sigle, il y a des auditeurs pour me le répéter en majuscule avec des points d'exclamation dans les commentaires. RGPD, c'est bon. Et donc, ils vont peut-être implémenter une certaine législation. D'ailleurs, Zuckerberg lui-même disait, comme d'autres responsables de la tech qui sont pas opposés à l'idée d'une législation, il faut juste que ça soit bien fait. Bon, ensuite, ça, c'est une autre question. Et puis, l'autre élément que j'ai noté, au-delà de la préparation de Zuckerberg et du fait qu'il ressemblait un petit peu à un robot, c'est que après son intervention, l'action de Facebook est remontée en bourse et on a remarqué également que la plupart des gens qui utilisent Facebook, même avec tous ces scandales, ne sont pas allés changer leurs paramètres de protection de vie privée sur Facebook. Et là où ça me frappe, c'est que Zuckerberg lui-même disait en réponse, mais les gens en général ne veulent pas qu'on n'utilise pas leurs données pour cibler les pubs, parce que sinon vous aurez quand même des pubs, mais elles seront pas adressées à vos intérêts, elles ne couvriront pas vos intérêts. Donc moi-même, je pourrais aller supprimer l'utilisation de mes données pour les pubs sur Facebook. Bon, j'utilise pas beaucoup Facebook, mais quand même, je vais pas le faire, parce que ça n'a aucun sens d'avoir des pubs quand même, mais qu'elles soient pas ciblées. Donc, je comprends également cet argument. Personnellement, je trouve que ça n'est pas si incohérent de dire ça, même si bien sûr il a d'autres motivations derrière. Donc voilà, en gros pour mes remarques. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou je peux vous poser une question par rapport à votre activité principale dans l'informatique, ou si vous avez des choses à ajouter sur ce... Petit détail. Oui. Aujourd'hui, quand j'ai ouvert Facebook, j'avais justement un petit paragraphe tout en haut de mon flux, de mon feed, qui m'informait justement sur voilà comment mieux comprendre comment Facebook utilise mon profil ou mes données pour le ciblage publicitaire. Et justement, ensuite, on pouvait aller jeter un œil sur la politique de ciblage publicitaire, et ils ont fait une superbe page avec des petits dessins, etc. pour dédramatiser un petit peu tout ce qui entoure le business des publicités et qu'est-ce qu'ils permettent de cibler pour les annonceurs et comment ils utilisent les données. En gros, ils ne montrent pas exactement le profil de la personne aux annonceurs, évidemment. Donc, c'était assez un bel exercice de la part de Facebook, justement. Mais est-ce que tu as été modifier tes paramètres de confidentialité, du coup ? Oui, mais ça, je l'ai fait il y a quelques semaines déjà, quand on en a parlé. Je suis allée jeter un œil sur les vieilles pages que j'avais aimées il y a un certain temps, pour faire le ménage un petit peu. Ah oui, ça, je pense que la plupart des gens l'ont fait. Les applications liées à Facebook, tu peux aller faire le ménage, mais moi, je parle vraiment des paramètres de confidentialité où tu peux spécifier que Facebook ne peut pas utiliser tes informations pour te cibler pour la pub. Est-ce que ça, Non, tu veux, mais voilà, tu veux pas. C'est non, ce mais que en je disais, plus, de toute façon, je partage rien de très très personnel de 1 sur Facebook, et après le ciblage, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je sais comment ça fonctionne et je sais ce qui se passe. Donc après, je prends des mesures quand j'ai pas envie d'être ciblée sur mes actions. Mais je pense que c'est ça, un des gros éléments dont on n'est pas forcément conscient, c'est que oui, il y a des gens qui comprennent pas la question du ciblage, mais il y a aussi énormément de gens qui comprennent, et aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui s'y intéressent un tout petit peu devraient comprendre parce qu'on en a tellement parlé, mais les gens ne veulent pas désactiver ce type de ciblage parce qu'au final, le service rendu est finalement
assez intéressants. Ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faudrait une législation peut-être plus ferme, voire dans le cadre dans le cas de Facebook. C'était intéressant, des parlementaires lui disaient « Est-ce que vous pensez que vous avez de la concurrence sur le marché des réseaux sociaux ?» Et Zuckerberg, enfin le Zuckbot, le robot Zuckerberg, et c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu robotique, mais il devait être tellement tendu que c'était pas évident. Mais il répond, mais enfin pour quel domaine? Parce qu'on couvre tellement de choses. Et effectivement, il couvre genre tout l'internet que on a des compétiteurs dans les différents domaines qu'on couvre. Et il a pas tort, mais enfin, quand même, c'est intéressant de voir les choses de cette manière. Ils ont tellement d'activités que dans certaines activités, ils ont des compétiteurs, enfin dans la plupart, mais c'est tellement isolé. Et l'autre aspect, c'est que, bon, d'une part, ça pourrait mener à la question à se poser la question d'une séparation des activités, comme ça a déjà été évoqué. Pardon ? Du Monopoly. C'est ça, oui, du monopole et du fait de devoir séparer la société en plusieurs entités, comme ça a été le cas parfois. On l'a vu aux États-Unis. D'ailleurs, ça remonte, mais je crois que les opérateurs de téléphonie ont été séparés, ce genre de choses. Ouais, il y avait eu la question pour Microsoft, ouais, c'est ça. Et d'autre part, il y avait une autre chose intéressante. Il disait, Zuckerberg, il disait, oui, les utilisateurs d'applications mobiles utilisent en moyenne 8 applications différentes chaque jour. Et il y a eu des commentaires absolument hyper intelligents qui disaient oui d'accord, mais sur ces 8 applications, combien appartiennent à Facebook? Parce que tu peux te douter que sur les 8, c'est genre effectivement Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram quoi. Instagram. Tout à fait. Donc c'est ça la question du est-ce que vous pensez que Facebook a un monopole? C'était assez délicieux comme moment. Ouais, tout à fait. Avec le regard un petit peu naïf de Mark Zuckerberg qui ne veut absolument pas répondre à la question. Et qui là encore, c'est hyper bien débrouillé. C'est la question la pire parce que le moment où Facebook est reconnu comme un monopole, à ce moment-là, il va avoir des tonnes de différentes entités qui vont venir après lui, et c'est là que ce sera un gros problème, puisque il fallait impérativement que ça se passe bien, qu'il réponde aux questions au minimum un petit peu, parce que sinon, derrière, il y a le risque d'avoir les trucs anti-compétition, les trucs de monopole, tout ça, qui vont travailler contre Facebook. Et donc c'était important au point de vue législation de dire ouais non mais on est prêt à être soumis aux législations parce que pour tout ce qui est privacy etc. Parce que si jamais tu dis non, c'est là où ça commence à être un gros problème et t'as des gens qui veulent casser Facebook aujourd'hui, qui veulent le couper en 2 ou en 3 ou même s'ils comprennent pas ce que ça veut dire etc. Ils voient que Facebook est trop gros puisque ça aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs. Les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais ils trouvent que de toute façon la boîte a trop de puissance quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc justement, à mon sens, ce qui est bien, c'est que bon, ça c'était un exercice un petit peu nécessaire et mine de rien, même si c'est bien débrouillé, je pense que c'est le genre de truc qui te fait, disons que même si ça se passe bien dans le bureau du proviseur, le fait d'y avoir été, c'est quand même un moment où tu te dis oula, d'accord, il y a des trucs qui se passent, donc peut-être qu'il faut faire un peu plus attention. Donc rien que ça, c'est déjà pas mal. Je doute que ça ait énormément d'effets, mais tout de même, ça aura son petit effet quand même. Et puis, j'ai l'impression, mine de rien, que Zuckerberg protège son business model, évidemment, mais il est aujourd'hui un petit peu conscient de ce qui s'est passé. Et puis enfin, c'est une étape avant peut-être une question législative qui va se poser, qui est en train de se poser, et qui sera là finalement le seul moyen d'obliger ces sociétés à faire les choses proprement. Je crois que personne n'a d'illusion sur le fait que le seul moyen, c'est une question de législation. Alors, ils brandissent souvent le drapeau ou l'épouvantail du s'il y a trop de législation, une petite société qui démarre n'a pas forcément l'équipe légale pour se mettre en conformité. Et donc, ça peut empêcher le développement de petites sociétés et par effet de cercle vicieux, consolider la position des grandes sociétés. Et je pense qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais en même temps, on peut mettre des garde-fous, on peut dire à moins d'avoir tant de chiffre d'affaires ou tant d'utilisateurs ou ce genre de choses. Alors, parce qu'à ce moment-là, c'est de la anti-compétition. Parce que c'est ça, il faut que les règles, c'est ça le problème, c'est que les règles doivent être les mêmes
pour toutes les boîtes, et il n'y a pas cette notion de tu peux ne pas respecter la loi si tu as moins de X employés ou si tu as moins de d'X utilisateurs. Et effectivement, dans le cadre des boîtes de réseaux sociaux, si tu vas limiter la viralité, c'est pas une fois que tu as 2 milliards d'utilisateurs que tu vas être impacté, c'est quand on a 0, quoi. Ouais. Et donc c'est un réel souci. C'est une question qui se pose effectivement. Moi, je pense qu'il doit être possible d'écrire une loi de manière assez intelligente pour éviter de trop charger les sociétés qui sont plus petites. Enfin, on a bien des questions de taxation qui sont différentes en fonction de tes revenus, etc. C'est le cas en France en tout cas. Je sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais oui, la question de l'impact sur les petites sociétés plutôt que les grandes est effectivement une question qui se pose. Mais pardon, vas-y Jeff, et puis après on... C'est le cas, non, c'est effectivement, mais ça c'est de la taxation, c'est pas des barrières à la compétition. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le souci qu'ont les législateurs, et surtout faut se rappeler que le problème de Cambridge Analytica, c'était un trou béant qui existait dans les API de Facebook il y a 2, 3, 4 ans, quoi. Oui, et qui a été bouché depuis. Qui a été fixé, qui a été bouché, et tu peux pas faire ce qui a été fait à l'époque. La grosse question, c'est quels sont les modèles qui permettent aux boîtes de se développer, et étant donné la façon dont les pubs sont vendues aujourd'hui, si tu perds tes possibilités de faire du targeting, les performances vont être abominables, et ça va limiter la compétition, parce que tu n'auras pas les moyens de monétiser là où Facebook, grâce à son infrastructure, a vraiment développé un gros avantage. Ce qui est compliqué, c'est que tu peux déjà pas faire la compétition par rapport au volume de publicité et d'affichage. Donc c'est déjà assez compliqué d'entrer en compétition. Enfin, tu peux pas, de toute façon. Et justement, comme tu dis, si on bloque le ciblage publicitaire ou si on le restreint, ça devient de plus en plus compliqué et ça va heurter en effet les plus petits en premier. Alors justement, posons la question, toutes ces affaires de Cambridge Analytica et puis de questions de la vie privée, vous deux dans vos domaines d'activité, Jeff dans l'univers de l'investissement et Marion dans l'univers de développement dans lequel tu évolues, est-ce qu'on en parle? Comment on en parle? Est-ce qu'on voit des impacts déjà? Faites-nous un petit topo en 2-3 minutes sur la manière dont vous voyez ça dans vos environnements à vous, peut-être Jeff en premier. Clairement, tu as un impact sur le monde de la pub. Donc nous, de toute façon, ça fait des années qu'on a arrêté d'investir dans la pub. On a fait énormément d'argent dans la pub. Je crois qu'on a fait plus d'un milliard de sorties dans le monde de la pub, mais en fait, on n'investit plus dans ce domaine-là. Parce que vous avez senti le vent tourner ou Parce que c'est compliqué, parce que en gros, si tu as de la chance, tu peux faire énormément d'argent, mais c'est un secteur où c'est pas clair qui est-ce qui va être ton racheteur. Et pour être honnête, avec Yahoo et AOL qui ne sont plus aujourd'hui super actifs en tant qu'acquéreurs de boîtes basées sur un modèle de pub, il y a beaucoup moins d'acquéreurs intéressants. Il y a encore Google, il y a encore Facebook, il y a encore Twitter, etc. Mais c'est pas comme avant où tu avais l'impression que tu pouvais vraiment vendre ta boîte à une dizaine de targets possibles. Ouais, d'acheteurs potentiels, oui. D'acheteurs potentiels. Et puis derrière, tu as donc les boîtes qui vont faire de la collection et de l'agrégation de données sur les utilisateurs. Et il y a littéralement 3 semaines, on a vu une boîte qui faisait des trucs qui étaient vraiment super smart sur l'acquisition de données géolocalisées à partir d'un toolkit qui était utilisé par des applications sur iOS qui, en gros, ils utilisaient la géolocalisation pour leur application et ils passaient les infos à cette boîte qui faisait de l'agrégation, et ça te donnait un positionnement en temps réel qui était encore meilleur que Foursquare, ce qui n'est pas super difficile. Et on a regardé cette boîte-là. Ils avaient pas mal de revenus pour une boîte qui avait été bootstrappée par les fondateurs. Et on a parlé avec l'ancien patron de l'activité de données de Twitter. Il se trouve que c'était un de mes CEO, parce que Twitter a acheté une boîte qui s'appelle Gunip. Et le mec a dit, c'est génial, mais sous quelques mois, le business de cette boîte est morte.
parce que va y avoir des législations, des machins, des trucs où ce qu'il fait aujourd'hui, ce sera pas, il y a aucune pérennité dans son business model. Pas fondamentalement dans les fondements technologiques et business de cette boîte, elle va se faire exploser. Et donc on a passé. D'accord, ouais. Donc au niveau de l'investissement, vous commencez déjà à sentir les effets de ces scandales et de ces affaires. C'est qu'un exemple, mais si tu veux, le problème c'est que nous, quand on investit, on part du principe que on aura un environnement légal qui est au minimum, qui va pas à l'encontre du business des boîtes dans lesquelles on va mettre de l'argent. Donc vous sentez venir la législation, quoi. Voilà. Vous dites, ça va arriver. C'était le cas il y a 4 ans quand j'ai investi dans le domaine des drones. Je partais du principe que la FAA allait développer un ensemble de législations qui permettrait de faire voler des drones et qu'on se retrouverait pas dans une situation où on ne pouvait rien faire. Et là, en gros, dans la partie acquisition de données privées, machin, etc., on s'est dit c'est un champ de mine. Tant qu'on voit pas un peu comment les choses se développent, je dirais sur les 2 ans qui viennent, on va rester en dehors de ce domaine-là jusqu'à ce que le ciel se découvre, si tu veux. Ouais, donc il n'y a pas forcément la certitude que les choses vont exploser, mais c'est un peu trop incertain, donc vous préférez rester prudent. Marion, dans le domaine du développement d'app, est-ce que les discussions sont actives, vont bon train quelle est ton impression, sachant que bien sûr, tu n'as pas une vue sur tout, mais enfin, c'est un domaine que tu fréquentes? Oui, avec les fans de tech que je côtoie au quotidien, évidemment, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Après, c'est pas la première fois qu'on voit des API pas très propres, pas très qui sont un peu trop permissives ou qui vont récolter des choses pas très sympas et un peu trop sur les utilisateurs. Notamment, je me souviens d'expériences professionnelles précédentes où sur Android c'était un petit peu la fête sur la collecte des usages des applications des utilisateurs. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas nouveau et c'est pas on tombe pas des nues, quoi. Spécifiquement les personnes qui travaillent dans le milieu. Maintenant, autant te dire qu'en ce moment, on est quand même bien plus à parler des changements et de l'impact du règlement général de la protection des données, le RGPD, que les déboires de Monsieur Zuckerberg, tu vois. Ouais, donc en fait, finalement, c'est complètement lié, mais c'est juste que l'Union européenne a pris les devants et y travaille depuis un moment. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose, sauf que nous, on a déjà eu notre législation finalement. Donc, tout à fait. D'accord. Donc c'est ça. D'ailleurs, tu parlais du cadre légal là, qui serait potentiellement proposé, qui s'appelle le Consent Act. J'adore comment ils travaillent sur le les nom. Acronymes, ouais. Ah ouais, je trouve ça vraiment génial. Je sais pas combien de temps ils ont passé pour trouver un acronyme qui fonctionne pour dire Consent Act, pour Customer Online Notification for Stopping Edge Provider Network Transgression. Je trouve ça vraiment génial. Bravo au sénateur. Mais clairement, il reprend des principes fondamentaux que le RGPD propose, notamment le consentement actif de l'utilisateur pour comprendre et accepter l'utilisation et la collecte de ces données, quoi. Ouais, c'était un des sujets sur lesquels ils sont beaucoup revenus en disant mais regardez, on peut pas comprendre, on peut pas lire les conditions d'utilisation que vous nous proposez. Et j'ai trouvé ça un petit peu hypocrite parce que oui, évidemment, il y a énormément de trucs qui sont grossis peut-être par les équipes légales pour je vais pas partir dans la théorie que c'est grossi artificiellement pour faire en sorte qu'on puisse pas le lire, mais au moins pour se couvrir de manière peut-être déraisonnable, mais c'est quand même pour se couvrir parce qu'il y a des questions de responsabilité légale qui sont donc dues aux lois. Et c'est pas juste que Facebook et les autres, enfin c'est le cas dans toutes les sociétés du monde, c'est pas juste qu'ils ont envie de faire des conditions d'utilisation de 150 pages. Je suis sûr que même s'ils les grossissaient pas artificiellement, elles feraient, j'en sais rien moi, 40 pages ou 30 et elles seraient pas plus lisibles. Donc bien sûr, mais après tu as des moyens aussi pour rendre cela quand même accessible aux utilisateurs. Et tu as un bon exemple, et je crois de mémoire, je crois que c'est 500px. Si tu vas voir les conditions générales du produit, justement, tu as le paragraphe d'un côté, le paragraphe légal avec tout le jargon très légal et parfois un peu opaque, et à côté, tu as une version résumée en 1 ou 2 lignes qui explique grosso modo ce que ça veut dire.
Ouais, mais si ça fait 150 pages, ça fait quand même 150 pages de trucs résumés d'une ou deux lignes à lire. Tu vois, donc je suis pas sûr que les gens le lisent plus. Bien sûr, je mais suis pas en gros, train de dire qu'il faut pas, plus mais accessible. Oui, je suis d'accord. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas, mais c'est juste que je suis pas convaincu que l'impact sur le fonctionnement de ces sociétés change beaucoup. Par contre, effectivement, comme le demande d'ailleurs le RGPD, il faut des versions plus lisibles de ces accords, et je pense que c'est une bonne chose si elles existent. Je dis pas le contraire, mais bref. Bon. Enfin, donc voilà en gros pour notre petit résumé sur ce voyage de Monsieur Zuckerberg et les questions connexes. J'espère que ça vous aura intéressé et on va maintenant faire une petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs. Et dans la petite pause, je vais me prendre 2 minutes pour vous parler d'un produit absolument formidable dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il s'agit de Patreon. Et oui, Patreon est une société américaine qui propose un service aux créateurs de contenu et ces créateurs peuvent ainsi financer leur contenu avec le business model le plus sain qui soit de l'histoire. Quel est ce business model, me demanderez-vous? Eh bien, je vais vous répondre. C'est très simple. On propose un produit. Ceux qui estiment que bon, c'est sympa, mais enfin, ça vaut pas non plus plus d'un copec, eh ben ils écoutent, par exemple, si c'est un podcast au hasard, ils écoutent gratuitement. Et si les auditeurs estiment « Oh, c'est quand même pas mal, c'est sympa, ça me fait passer un bon moment, ça m'apporte des informations intéressantes, donc je vais filer un petit peu de sous », eh bien, ils vont tout simplement sur patreon.com/rdvtech, si au hasard l'émission qu'ils écoutent et qui leur plaît s'appelle le Rendez-vous Tech, et ils vont décider, je donne $1, $2 par épisode, et ils vont être débités à la fin du mois de la somme correspondante au nombre d'épisodes qu'ils ont soutenus. Ils peuvent choisir le nombre d'épisodes soutenus par mois, ils peuvent s'arrêter de soutenir absolument à n'importe quel moment, il n'y a aucun engagement, et du coup, ça veut dire que le business model, comme je le disais, et je pense parmi les plus sains qui soient, il n'y a pas de pub, vous soutenez une production qui vous plaît, et vous avez vraiment entièrement le choix, tout est dans votre contrôle, le contrôle est dans vos mains. Donc moi, je pense que c'est plutôt pas mal et je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech si vous voulez soutenir cette émission, comme l'ont fait Cam, Snarkpit, Nicolas Poppy, l'ami Nico Poppy, Fabien, Édouard Marquez, Romain Ezquera, Alex Guillon, Marcos Lima, Julien Mollis et Relier. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech avec le système Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend exactement 2 minutes à pour créer un compte. Vous pouvez le faire depuis votre mobile, même si ça vous intéresse. Donc voilà pour la petite pause Patreon. Merci à vous tous. Et on continue avec les news et les rumeurs. La première, c'est un article publié par des chercheurs de Google qui ont fait un truc hyper intéressant avec l'intelligence artificielle. Ils ont utilisé une vidéo où on voit plusieurs personnes parler en même temps avec un bruit de fond hyper important. Je dis une vidéo, mais c'est un principe qui utilise des vidéos. Et il y a plusieurs personnes qui parlent, un bruit de fond, et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la piste audio de la vidéo, et ils vont, par machine learning, par intelligence artificielle, chercher les visages des personnes qu'on peut voir. Ils vont lire sur les lèvres de ces personnes, quand je dis « ils », c'est bien sûr les ordinateurs, ils vont lire sur les lèvres de ces personnes, et en extraire du coup de l'audio la voix de cette personne uniquement. C'est hyper intéressant et hyper impressionnant. Je vais vous faire écouter, si je réussis, la manière dont ça fonctionne. Vous me dites si vous entendez ça. Normalement, ça devrait être bon. Alors là, vous entendez qu'on entend plusieurs personnes en même temps. Et là, il passe sur l'une d'entre elles. C'est incroyable. C'est toujours la même piste audio, mais qui est juste retravaillée. Et là, il passe sur l'autre personne. C'est
assez invraisemblable. Et ce qui est vraiment intéressant, à mon sens, dans cette technologie, c'est d'allier, l'idée d'allier la vidéo, l'audio, et d'aller lire sur les lèvres de la vidéo pour en tirer de l'audio. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça magique, quoi. Il y a plein d'autres exemples d'applications. Et si on parle de reconnaissance de visage, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours sur un criminel chinois qui s'est fait arrêter par la police chinoise, qui avait en fait des caméras de surveillance à une salle de concert, et c'était un concert, je crois que c'était un concert, enfin un événement public où il y avait 60 000 personnes, et la caméra, enfin les algorithmes de reconnaissance ont réussi à le choper, et il s'est fait arrêter à la sortie, alors que effectivement il y avait 60 000 personnes dans la salle. C'est en Chine, on sait qu'ils utilisent beaucoup ce genre de technologie, pas forcément dans le plus grand respect de la vie privée. Il y a par exemple si quelqu'un commet un petit délit dans la rue, genre on traverse en dehors des clous, il y a des grands écrans sur lesquels on affiche son visage, son nom, sa profession, etc., histoire de lui mettre la honte en public, et visiblement ça marche pas mal et ça garde les gens littéralement dans les clous. Donc bref, voilà les applications intéressantes. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires là-dessus ou si vous avez des utilisations que vous pourriez imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'article justement du suspect dans le concert de 60 000 personnes, ils disent pas de quoi il était accusé. Hein. Oui, non. Donc c'est un petit peu flippant quand même. Et mais c'est ce qui est drôle aussi, intéressant, c'est que lui, ils avaient un témoignage de cette personne et il disait, mais je sais pas ensuite ce qui est écrit par les agences de presse chinoise, mais il disait, moi je suis venu à un concert à 60 000 personnes, je pensais que j'étais tranquille, je pensais pas qu'on me choperait. Bon, en même temps, ça fait une bonne propagande pour faire peur aux criminels, mais... Gmail, je sais pas si vous êtes des utilisateurs de Gmail, mais moi j'utilise tous les jours. Et je trouve encore aujourd'hui que c'est le meilleur client mail, même avec les clients utilisables sur ordinateur, enfin les clients pas web, quoi. Et il va avoir droit à une refonte de son interface et un ajout de différentes possibilités, genre le fait de pouvoir avoir un mode confidentiel où on va pouvoir empêcher les gens qui vont recevoir les mails de les retransmettre ou de les copier ou de les télécharger ou de les imprimer. On pourra bloquer des mails avec un accès code PIN, etc. Visiblement, c'est des fonctions qui sont déjà disponibles dans Outlook, ce que je ne savais pas. Mais il y a une refonte de Gmail qui arrive, ce qui, moi, me fait chaud au cœur parce que je l'utilise tout le temps. Et du coup, tu avais envie d'une refonte ou tu n'étais pas satisfait de ce que tu avais ? Comment dire ? Je crois que je suis un petit peu victime de la mode du changement constant. Tu sais, que je me dis, oui, ça fonctionne, c'est bien, mais... J'aimerais bien quand même qu'il y ait des nouveaux trucs, tu sais, c'est software as a service, ça doit évoluer tout le temps, ajouter des fonctionnalités, et Gmail, ça fait quand même un certain temps qu'il n'a pas évolué, donc je l'aime bien, mais je crois que je serais pas contre l'idée d'avoir des nouvelles fonctionnalités, ouais. Et même c'est le genre de produit très très compliqué à faire évoluer. J'aimerais pas être à la place de l'équipe produit qui bosse sur le sujet, parce que alors comme tu l'utilises tous les jours, c'est tellement ancré dans tes habitudes qu'au moindre changement, tu vas hurler. Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs là, c'est un redesign et puis quelques fonctions ajoutées, mais j'imagine que toi tu es confronté à ce genre de problématique régulièrement. C'est vraiment, il y a une sorte d'attachement irrationnel ou pas irrationnel, mais enfin au changement, tu te reçois des retours d'utilisateurs. C'est pas une légende, quoi. Non, c'est absolument pas une légende, mais c'est justement, c'est passionnant et c'est impressionnant de voir des gens aussi passionnés par le produit sur lequel tu peux travailler.
Ouais, t'as des exemples que tu peux donner là ou tu peux pas par question de confidentialité mais... Bien sûr. Alors je donnerai pas d'identité ou quoi que ce soit, mais Dailymotion ça existe quand même depuis je crois plus de 10 ans. J'ai peur de dire une bêtise. Et donc évidemment on a des personnes qui sont très très habituées au service. Et là ce qu'on a proposé le nouveau produit en juillet dernier, enfin l'été dernier en 2017. Évidemment on a eu des fortes réactions parce que il y avait des choses qu'on a décidé d'enlever, notamment à un moment donné on a enlevé les commentaires, c'était même il y a plus longtemps ça. Et donc imagine d'enlever les commentaires sur un produit comme Dailymotion, ça évidemment ça génère des réactions passionnées encore une fois. Ouais. Bon, les commentaires c'est quand même un énorme changement du coup, donc ça je peux comprendre que ça provoque des réactions, mais tout à fait. Oui. Ah mais c'était pas le seul changement, donc je comprends tout à fait, mais c'est vrai que c'est voilà, ça fait réagir. Et les gens réagissent, voilà, n'hésite pas. Ça fait réagir et les gens réagissent effectivement, ils se privent pas, ouais. On a une messagerie chiffrée qui est en développement pour le gouvernement français. C'est une news qui vient de tomber et je trouve ça assez intéressant. Visiblement, le gouvernement utilisait pas mal Telegram et WhatsApp en mode chiffré, bien sûr, mais il y a une constatation du fait qu'il n'est pas forcément hyper intelligent de se reposer sur des technologies conçu à l'étranger pour ce genre d'utilisation. Évidemment, dans l'État et au sommet de l'État, on doit discuter de sujets sensibles. Et bon, même si c'est chiffré, en l'occurrence, Telegram, c'est pas open source, donc on sait pas exactement comment ça marche. C'est pas forcément le cas. Enfin, certaines autres applications sont basées sur des algorithmes qui sont ouverts, mais l'idéal, évidemment, c'est d'avoir une solution faite localement au niveau national. Alors on ne sait pas quelle est la société ou le groupe concepteur de cette nouvelle application. Pour le moment, elle est visiblement en phase de test pour une vingtaine de collaborateurs du président uniquement, mais là, encore une fois, je pense que même si on a affaire à des questions politiques, on est dans une démarche qui ne peut que gagner l'approbation de l'ensemble de la population. Je vois pas comment on pourrait avoir à redire sur une telle démarche. C'est même important et essentiel, je dirais, particulièrement, enfin pour énormément de services, mais pour celui-là en particulier. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est géré par la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État. Voilà, la DINSYNC. Exactement. Mais on ne sait pas qui est le développeur. On sait que c'est eux qui gèrent le truc. Ouais. C'est une préoccupation aux États-Unis. Je ne sais pas du tout si, ceux qui utilisent les agents du gouvernement. Parce que les produits, en fait, la plupart d'entre eux sont américains. Donc, est-ce que c'est une question qui se pose de temps en temps? Ou peut-être que tu sais pas, Jeff, mais j'imagine que c'est quand même une préoccupation. Non, les seules règles que l'on a ici, c'est autour des messageries médicales. Donc, tu ne peux pas envoyer d'informations médicales par email traditionnel. Et donc, tu dois te loguer sur une boîte sécurisée. Donc, en gros, tu vas recevoir un message par email disant tu as une communication sur ta messagerie sécurisée qui t'attend. À ma connaissance, je sais pas mais s'il y a c'est une messagerie pas un truc sécurisée, équivalent. Genre développée par la Sécu américaine ou? C'est pas par la Sécu américaine, c'est par les différentes grandes boîtes qui ont des solutions HIPAA compliant. Ah d'accord, chacune doit avoir sa solution. D'accord, oui, je comprends. Mais je sais plus si c'est la même chose avec l'IRS, puisqu'aujourd'hui il y a le fisc américain, ouais. Le fisc américain, on doit aujourd'hui envoyer donc les informations pour les taxes, c'est demain, et donc depuis une semaine ou 15 jours, on a sans arrêt des scammers qui nous envoient des emails, qui te laissent des messages en disant faut que tu nous envoies telle information, autrement ou sinon on va t'arrêter. Donc je sais plus s'il y a un truc par rapport à ça, mais la seule solution qui est forcée par la législation, c'est la communication autour des données médicales.
D'accord. Oui, je pense que c'était clair, mais en l'occurrence, la messagerie sécurisée dont on parle, chiffrée dont on parle, c'est pour les messages du gouvernement, enfin de personne à personne dans le gouvernement. Hein, c'est de ça dont on parle à la base. Et j'ai trouvé une raison pour laquelle certaines personnes pourraient ne pas être satisfaites, c'est que je ne suis pas certain que l'algorithme de chiffrement soit open source. Donc peut-être que ça serait un problème pour certaines personnes. Le plus simple, ça serait quand même d'utiliser un algorithme de chiffrement existant open source comme celui de Signal, l'application Signal, qui est hyper sécurisée et que tout le monde peut regarder, et donc qui a priori qui a pas vraiment de trous. Donc voilà une possible amélioration. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, le Congrès et le Sénat t'envoient des messages. Enfin, tu envoies un message à ton sénateur directement par son adresse email, et quand il te répond, je crois que seulement une toute petite partie utilise un système de signature électronique, donc de validation avec un certificat, et les autres, en fait, c'est du texte de base, quoi. Ouais. Bah, ça serait intéressant de voir si justement le système en question, développé pour le gouvernement, est ensuite étendu à d'autres usages. Ça serait effectivement quelque chose d'intéressant. Oui, j'ajoute que cette question de la souveraineté de l'informatique s'étend également au matériel, et on a de plus en plus de fournisseurs de matériel chinois qui sont interdits par les gouvernements de différents pays. On a vu ça aux États-Unis, et le dernier, c'est en Angleterre, le fabricant ZTE, qu'on connaît bien sûr dans le monde de la technologie. Il y a un certain nombre de ces constructeurs justement qui sont pas vraiment, certains sont totalement interdits, certains sont pas recommandés, et on a dans le même temps l'information selon laquelle le gouvernement chinois est en train d'installer par des investissements et par d'autres biais comme des comités du parti, en fait. Ils sont en train d'installer des comités du parti dans les grandes sociétés chinoises. Donc il y a vraiment une volonté qui est pas ni nouvelle ni surprenante, mais enfin qui est quand même intéressante du gouvernement chinois de savoir ce qui se passe dans toutes ces sociétés, et peut-être même par ce biais d'avoir des informations sur les ressortissants des pays qui utilisent ces technologies ou ces sociétés. Donc il y a vraiment, ça avait commencé un tout petit peu avec des suspicions. Maintenant, on est vraiment dans une situation où utiliser du matériel chinois est généralement pas recommandé, ou en tout cas pour certaines sociétés aujourd'hui, n'est pas recommandé. Que ce soit pour même quand c'est pas des sujets sensibles ou du matériel sensible, quoi. T'as vu cette news où il y a une usine qui a été hackée parce que le hacker par un hacker qui réussit à rentrer par le thermostat de la fish tank qui était dans un des bureaux, un truc comme ça. Non, ça c'est incroyable. Hein. Ouais, bah mais c'est vraiment effrayant. Et l'un des éléments dont parlent énormément de gens, c'est tous les objets connectés qu'on est en train d'installer partout, qui sont connectés au Wi-Fi et qui sont souvent très mal sécurisés, difficiles à mettre à jour. Alors, si vous avez des marques reconnues, généralement, ils font les choses bien. Mais il y a énormément de petits matériels dont on ne sait pas forcément d'où il vient, où il est fabriqué, comment il est maintenu, et ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est une des sonnettes d'alarme que sont en train de tirer les experts en sécurité, c'est tous ces objets connectés, et c'est une preuve de plus que tu nous donnes là avec cette histoire de thermostat d'aquarium, quoi. Ouais. Et derrière, tu vas avoir pour les sujets un peu chauds, donc les drones DJI avec leurs caméras qui t'offrent une possibilité donc de sauvegarde du stream sur le cloud. Et le cloud, en fait, il est en Chine. Ouais. Donc utilisation militaire ou de type sécurité, police, feu, etc. Laisse tomber, quoi.
Eh ben, si on parle d'utilisation militaire, on vient d'avoir un avis du FBI, du DHS, Department of Homeland Security aux États-Unis, et du National Cyber Security Center en Angleterre. Il y a une alerte sur une campagne mondiale menée par la Russie pour essayer d'attaquer et d'infiltrer l'infrastructure du net en général, genre d'essayer d'aller se poser sur les routeurs de différents pays et tous les différents aspects de l'infrastructure. Là, ça vient d'arriver et c'est quand même corroboré par 3 grandes agences nationales des États-Unis et d'Angleterre. Et l'idée serait de commencer à installer des comment dire, des outils qui leur permettraient de faire ce qu'ils voudront faire en cas d'attaque plus poussée, quoi. Et donc c'est quelque chose de très très sérieux là encore. Sans même parler des trolls qui se sont activés. Alors il y a un chiffre un petit peu bizarre qui a été donné par le Pentagone de 2000% d'augmentation des trolls russes en 24 heures sur les affaires de la Syrie suite bien sûr au bombardement dont tout le monde a entendu parler. Mais donc c'est un rappel, même si les 2000%, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est un rappel du fait que ils sont toujours là, ils sont toujours actifs et c'est une chose à laquelle il faut prêter attention. Et surtout, le gros problème de ces systèmes embarqués, en quelque sorte, qui sont très très basiques, c'est que bien souvent, surtout s'ils ont été développés il y a des années, on n'a pas la possibilité de les reflasher. Et donc aujourd'hui, il y a des développements de solutions de sécurité qui sont un peu des espèces de patchs où ce sont des solutions logicielles qui vont se coller au-dessus d'un accès à un routeur, etc., et qui va en gros codifier les opérations qui sont permises et qui va rejeter en filtrant en quelque sorte les paquets qui sont destinés en fait à craquer ces trucs-là, quoi. Parce que c'est pas possible, c'est trop coûteux de commencer à changer les firmware, enfin de changer les solutions hardware parce que elles n'ont pas été développées à l'époque pour être updatées au niveau firmware, quoi. D'accord, oui, donc c'est une solution qui vient se mettre au-dessus pour filtrer, effectivement, au lieu d'avoir à mettre à jour les trucs qu'on peut pas mettre à jour. Ouais, c'est voilà. Une solution intéressante. Bon, il y a on va parler un petit peu de sujets un tout petit peu plus amusants. Bon, il y a quand même toujours des solutions, hein. On a vu par exemple que pour déverrouiller les iPhones, il y avait une société qui vendait un outil qui s'appelait GreyKey pour 10 à 15 000 $, que la moitié des forces de l'ordre aux États-Unis sont en train d'acheter, et ça peut débloquer tous les téléphones jusqu'à aujourd'hui. Bon, peut-être que les prochaines mises à jour pareront à cet outil-là, mais c'est ça la question en fait, hein. C'est quand est-ce que Apple va patcher ça? Ben moi, je pense ils sont déjà en train de le patcher maintenant qu'on en a entendu parler. Mais c'est confondant de simplicité, hein. On branche le téléphone et il va essayer tous les codes. En fait, ce que ça fait, c'est qu'il trouve un moyen de désactiver le blocage du téléphone au bout de 10 essais, qui est généralement activé sur tous les téléphones. Alors c'est sans doute dû à un bug, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais donc il va essayer tous les codes possibles, et ça peut prendre de quelques heures à quelques jours, en fonction de la longueur du code, mais c'est vendu par une société, n'importe qui peut l'acheter, et il y a plein de forces de l'ordre qui sont en train de l'utiliser, quoi. Mais je suis sûr que même si Apple le patch, il y aura d'autres moyens ensuite. Il y a toujours un trou quelque part. Donc la sécurité, c'est pas forcément pour résister à 10 000 € d'investissement. C'est pour résister à quelqu'un qui attrape votre téléphone et qui essaye de voir ce qu'il y a dedans, ou qui est quelqu'un qui vous le vole, ou ce genre de truc. Donc dernière news, allez, quelque chose d'un petit peu moins déprimant. Ou si vous êtes fan d'Apple, peut-être un petit peu quand même. Visiblement, le HomePod, aux surprises, ne serait pas en train de se vendre aussi bien que l'espérait Apple. Ils sont déjà passés à 4% des ventes, enfin de part de vente du marché des smart speakers, des enceintes connectées, et donc il serait déjà en train, on rappelle qu'il est sorti il y a 3 semaines, hein, il serait déjà en train de réduire les quantités de production commandées. Et d'un autre côté, ils seraient en train de développer une version moins chère, donc sans doute moins puissante aussi, dans bientôt là. Donc peut-être qu'ils estiment que c'est le prix qui est un problème pour cette HomePod. Mais bon,
Je pense que on est nombreux à estimer que le HomePod n'est pas forcément une réussite, quoi, jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'imagine que vous n'avez pas encore essayé cet HomePod. Même toi, Jeff, qui est fan d'Apple de la première heure, tu n'es pas client ? Ah non. Du tout. Bon, bah voilà, c'est tout ce qu'il fallait comme preuve du fait que c'est pas un succès. Non, Jeff t'en a pas acheté. Non, je suis pas. La seule chose que j'achète quasiment systématiquement, c'est l'iPhone. Et encore, il parle d'un refresh de l'iPhone X, l'iPhone X pour le mois de septembre ou octobre, qui sera encore plus cher que celui-là. Et j'ai pas bien compris pourquoi est-ce que je me poserais la question même d'en acheter un. Et puis surtout, je haïs Apple pour avoir sorti des MacBook Pro qui sont complètement merdeux maintenant. Donc, mon amour d'Apple est en train de partir à l'horizon. Oh là là, mais c'est le début de la fin. Si Jeff n'aime plus Apple, c'est que vraiment, que de l'époque de Steve Jobs, ça se serait pas passé comme ça. C'est tout. On a tous essuyé une larme lorsqu'il est parti. Et puis, depuis, voilà quoi. C'est la pente infinie. Bon, écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce petit épisode bien sympathique du Rendez-vous Tech. Je voudrais vous remercier très chaleureusement de m'avoir accompagné et bien sûr vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur l'internet. Commençons par Jeff. Je sais que tu as un compte Twitter dont tu es très fier d'ailleurs. C'est Jeff quoi. Et voilà, l'un des rares 4 lettres. La classe. Ouais. Comme je dis toujours, je suis facile à trouver, je suis Jeff. Et le Twitter de notre, puisqu'on s'est renommé Uncork Capital, c'est Uncork, UNCORK Cap, CAP, si vous voulez avoir des news sur nos activités. Magnifique, Uncork Cap, très bien. Uncork Cap. Magnifique. Marion, qu'en est-il de ton compte Twitter et de ton activité ? En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitter au compte Aisea Design ou tout simplement sur la chaîne YouTube Nowtech TV. Sur YouTube, bien sûr, avec notre camarade Jérôme Kainborg. Merci à toi aussi. Je viens d'aller sur la page Twitter, enfin le compte Twitter de Uncork Capital, et rien que la photo de couverture, elle vaut le coup. Vous êtes tous tellement beaux, c'est admirable. Je trouve ça magnifique. Ah bah ouais. Hein. Allez voir ça. C'est beau comme des camions ce jour-là. Oui, c'est très très beau. Bon, merci à vous deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous retrouverez également le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité du jeu vidéo. Le prochain épisode qu'on enregistrera la semaine prochaine devrait être un gros morceau puisque on parlera de God of War, qui est un jeu qui est en train de recevoir sans doute les meilleures reviews de l'histoire du jeu vidéo. Bon, j'exagère, mais à peine. Donc moi, j'ai hâte de l'avoir dans quelques jours pour voir si cette hype incroyable est justifiée ou non. Et bien sûr, vous vous souvenez que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est très très simple, très rapide, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvtech, et vous pouvez nous soutenir. Ça nous aide à continuer, ça nous permet tout simplement d'exister, donc c'est énormément apprécié. Et à côté de ça, bien sûr, vous pouvez aller sur iTunes pour laisser un commentaire ou tout simplement dire à vos amis, à vos collègues: est-ce que tu as écouté le Rendez-vous Tech ? Non, mais malheureux, je vais tout de suite le télécharger dans ton application de podcast, ou même télécharger une application de podcast et t'abonner au Rendez-vous Tech pour que tu puisses enrichir ta vie de cette émission fantastique. C'est un exemple de ce que vous pourriez dire. Hein. Bon, on vous laisse faire tout ça donc, et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Merci à tous et à très très vite. Ciao ciao. Bye bye. Salut.